sur quand même une psychologie, c'est-à-dire comment, in fine, il y avait ces choses-là entre la part maudite que nous avons, que nous vivons en nous, c'est-à-dire de cet abandon par rapport à la structure, et de l'autre côté de la standardisation qu'il y avait. C'est-à-dire que toi de poser cette question, quand même, qui est vachement raison, c'est se dire pour quelles raisons nous sommes le week-end, nous sommes sur des dates, tu vois. Alors que cette part maudite, j'ai envie de dire, mais c'est comme la sexualité. Tu vois, et d'ailleurs, le carnaval est lié vraiment à la sexualité, c'est-à-dire à l'anonymat et à la suspension de la loi. C'est-à-dire que si on ne suspend pas la loi, effectivement, il ne peut pas y avoir de fête. Et on l'a standardisé, se dire ça va être tel jour, etc. Et pourtant, tout à chacun peut en parler. Qu'est-ce que c'est être chez soi et à un moment donné avoir envie de danser, avoir envie de boire, avoir envie de s'abandonner. Et jusqu'où il y a une part maudite, c'est-à-dire, moi c'est un truc, on va pas parler pendant quelques jours, un texte fondamental, c'est Derrida qui parle de ça. Il parle à un moment donné d'un texte de Baudelaire, La fausse monnaie. Et ils sont là, sur des recueils chers, ils vont parler d'une pièce de fausse monnaie, c'est-à-dire qu'ils parlent de rien. Il y a quelque chose qui n'a aucune valeur foncière, fiduciaire, etc. Et pourtant, c'est la valeur d'échange. C'est-à-dire que tu ne peux pas parler sans ce faux motif. Et je pense que au cœur de ce qui nous lie à un moment donné de convivialité, c'est une fausse monnaie, c'est-à-dire c'est rien. C'est poisson ou viande? Non, moi j'ai mangé de la morue, quoi. Comment tu manges de la morue? Comme un pirate. Et tu vois, et ce problème, c'est-à-dire qu'à un moment donné, là, le samedi soir, l'événement est une fausse monnaie. On sait que c'est quelque chose de faux. Plein de gens vont dire, on sait, c'est de la musique, mais ce qui est donc qu'un prétexte fait qu'on va tisser. Et cette question, c'est que la norme et la loi, tu vois, quand on prend les caractères du corps tel qu'il doit apparaître, de la sexualité telle qu'elle doit se donner, sont pris dans une espèce de surmoi très structurel, c'est-à-dire depuis on a réussi à sédimenter un certain nombre de comportements, de réflexes qui font que si nous n'avons pas le prétexte qui est une fausse monnaie, c'est-à-dire qui est complètement faux, artificiel aussi, on n'arrive pas à trouver justement cette échappée. Ce qui fait qu'il y a un certain nombre d'individus justement eux-mêmes ont cette immédiateté sans prétexte. Quand ils sont dans ces moments-là, what is quoi, no way quoi. Et on se retrouve là, on regarde les autres, on voit un coup, ça monte pas, etc. Tu vois. Alors qu'on va se retrouver chez soi, on va boire peut-être un petit apéro, mettre de la musique et on est à donf, etc. Et je crois que c'est sur une espèce de divorce et de l'autre côté de l'impossibilité de la part maudite. Alors moi, pour moi, c'est quand tu parlais des aristocrates libertaires, parce que donc je vais avoir 13 ans quand je l'ai vu à Apostrophe, ça a déterminé vraiment ma vie, c'est-à-dire jusqu'où on peut aller dans l'histoire du mal ou le noir. Moi c'est quelque chose qui me fascine, c'est le noir. C'est-à-dire le noir de mon corps. Moi ça m'est arrivé, mais de partir comme ça, une fois seul dans une ville où j'allais, même encore il n'y a pas longtemps, et toi d'avoir un peu picolé, de voir quelques drogues tout seul, et d'aller faire les bars, rencontrer les gens, et me dire mais jusqu'où je peux aller, et bon maintenant je me bats plus, mais je me battais, ça arrivait jusqu'à la bagarre, etc. Et me dire ouais, là il se passe quelque chose quoi, c'est je suis vivant, tu vois. Tu crois que c'est question d'énergie? Je pense bon, énergie, c'est-à-dire qu'on n'a pas, tout le monde n'a pas la même énergie. Tu vois, déjà premièrement, d'un point de vue génétique, pur. Et de l'autre côté aussi, tu vois, cette part maudite. Qui est quoi?
qui est tout simplement la finitude, s'affronter à sa propre finitude, c'est-à-dire que je suis un être fini qui peut mourir. On sait parfaitement, à force de répéter que le seul sens de la vie c'est la quantité, les gens vivent par la quantité. Alors nous, là, on est dans un milieu assez exceptionnel, puisqu'il y a plein de gens qui ne pensent pas cette quantité. Quoique, il ne faut pas se tromper, hein. Il y a aussi plein de gens aussi qui la pensent, tu vois, ne serait-ce que dans leur œuvre. Oui, Tu vois, tu penses du temps de la production et de la reconnaissance. Mais vivre, tu vois, le fait que nous brûlons sur une matière incandescente, c'est-à-dire énergétique, qui a besoin d'oxygène pour consommer quelque chose, et avec ce miracle quand même de la vie organique qui fait que plus tu consommes, plus tu crées, tu vois. Et moi je vois, je suis et évidemment, je prends énormément de matière en brûlant énormément. Mais à un moment donné, justement, le côté festif, et notamment ce qui s'y associe, c'est-à-dire l'alcool et les drogues, c'est que justement, c'est une combustion sans retour. C'est-à-dire que tout ce qu'on perd, on ne gagne pas. Et là, on ne regagne rien. Je veux dire, au niveau neuro, au niveau musculaire, tu tapes de la fibre à longueur de temps, tu vois, tu la détruis. Il n'y a pas de retour parce que tu ne peux pas la reconstruire. tu récupères rien. Tu récupères rien. La performance et l'affect. Je sais pas, t'en penses quoi? Plein. Performance et l'affect. J'ai plein de trucs, mais je pense au micro, ça me prend la tête. Là, t'étais parti bien là, il a Ouais. tout cassé. Ah là, j'y pensais plus du tout. Et là, d'un coup, j'y pense, quoi. Tu vois. Quoi? Non, le mieux, c'est ça. Tu vois, qu'on aille boire dans un bar, un whisky, par exemple. Mais ouais, parce que je bois pas de vin. Non, mais tu parlais de soirée. C'était possible parce que t'avais conscience. Ouais. Moi, je pense que cette question de la folie, c'est avant de finir avec sa propre durée. Je crois qu'il y a des choses qui se jouent, qui est très complexes, mais qui fait qu'à un moment donné, les degrés de conscience que nous avons, donc du temps, d'espace, etc., sont vraiment là, mais il ne doit pas y avoir justement, tu vois, c'est une expression dans le lac de Lamartine, une expression hyper connue, hein, c'est autant sur ton vol et on pense toujours à l'amour, etc. Or, à un moment donné, si tu prends bien, suspends ton vol, c'est-à-dire ne pense pas au futur. Donc il n'y a pas de possibilité d'autre que le temps où tu es. Et je pense que le moment, ouais, lorsqu'on l'immanence pure, on n'a pas de durée. C'est-à-dire l'immanence pure n'a pas d'horizon. Donc il peut s'effondrer à longueur de temps. Et je crois que c'est là où il y a quelque chose qui se joue énormément sur la parodie, qui est à la fois justement qui se joue plus pour la plupart des gens. Parce qu'on est sur le temps futur, on est sur les lendemains, etc. Et donc toute cette conception, anticipation, projection de la rencontre aussi, tu vois, vient complètement court-circuiter à un moment donné ce fait de... C'est pour ça que les états de drogue sont très intéressants, parce que tu as des états complètement de non-maîtrise. Donc tu ne peux vivre que cet instantané, tu vois. Et qui est un instantané souvent dans les drogues non relationnelles. C'est-à-dire que vraiment dans une autoréflexivité et à la fois une autoréflexivité non pas conceptuelle ni rationnelle, mais qui sont sensitives, sensorielles, affectives, etc., qui sont vraiment intéressantes. Ouais, dans des formes d'émotions et qui sont, moi je pense, vachement fortes, tu vois, dans un moment donné, habiter des instants, habiter des intensités, habiter des abandons, habiter des destructions, des constructions, etc. Mais des constructions qui mènent nulle part, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des constructions je parle parce que le parce que n'existe pas, tu vois. Il y a une phrase, je sais pas si tu vois, un CD vert, il y a un mystique chrétien qui s'appelle Angelus Silesius du XVIIe siècle, mystique espagnol, qui est vachement repris par Heidegger, qui est vachement intéressant. La rose est son pourquoi, fleurit parce que fleurit, n'a de souci d'elle-même, ne désire être vue.
Et moi je pense que l'état festif c'est ça. C'est-à-dire que tu es sans pourquoi. Tu vois, tu n'as pas de causalité, c'est-à-dire que pourquoi tu es là, on s'en fout. Tu ne désires pas être vu. D'où danser. Et tu vois, c'est très lynchien. Imaginez quelqu'un dans un club vide ou chez Scorsese, dans le Scorsese des 70-80, un mec qui danserait là, seul. What else, quoi. Ben, il est bien, il est dans son monde. Et son monde, tu vois, n'anticipe rien d'autre que sa pure présence. Tu vois. Et il ne désire pas être vu, il s'en fout, il n'est pas là pour se montrer. Il est là parce qu'il est dans une sensation comme une rose, elle est prise par le vent, elle est là, et puis elle va faner, et puis rien ne vient effectivement à un moment donné la saisir. Nous, on en fait des psychodrames de fleuristes, de cadeaux, t'es une rose, t'es un chou, t'es le chrose. Là, c'est le chrose. On n'est pas une chrose, on est. Et voilà. Et moi, je crois que c'est là. Et toi, quand je parlais des aristocrates libertaires, le monde vraiment d'une forme de décadence aristocratique, donc très guerrière, très dans le surhomme, c'est-à-dire qu'il y a tout ça qui habite dans leur théorie de ça. Je crois que c'est vraiment ça, tu vois. Nietzsche le dit, ou des gens comme Emerson, c'est la création ne suppose pas de regard. C'est-à-dire que de vouloir se montrer, etc. Moi, par exemple, si je te donne 1 million d'euros, qu'est-ce que tu fais? Tu vas continuer à galérer? Non. Ou est-ce que tu vas chez toi, tu vas créer, tu sais que tu peux vivre toute ta vie, tu n'en as rien à foutre, tu vas continuer à créer sans avoir de regard. Ah, c'est la question. C'est là parce que c'est particulier, la performance, pas toujours, t'as un public. Sans public, ça reste pour moi de la performance, mais de toute manière, tu ne peux pas faire que des choses sans regard quand t'es en performance. C'est une question. Je sais pas, non, mais C'est une question. Par exemple, une artiste que j'aime beaucoup en performance, c'est Sarah Trouche. Tu vois, elle part toute seule, tu vois, dans des déserts, avec des trucs, elle est toute nue, elle fait des trucs, il n'y a qu'un photographe. Ah, mais c'est quand même. Elle le fait pour vivre, c'est-à-dire qu'elle vend des photos. Mais par contre, sa perte, elle est. Il y en a une là dans la mer d'Aral, elle est sur un vieux bateau complètement oxydé, tout seul, et elle a le drapeau. Elle est peinte en jaune comme ça, tu vois, nue, tu vois, tu la vois avec ses cheveux, son drapeau. Il y avait 1 heure, il y a 1 heure comme ça. Il n'y a personne pour la regarder. Elle pourrait arrêter, la vidéo elle pouvait faire qu'un quart d'heure et elle n'est que face à elle-même. Et face à l'élément et de se dire, il s'agit de tenir. Et moi je trouve ça, mais c'est quelqu'un qui m'a vraiment dans la perf. Voilà, j'ai eu beaucoup de perf il y a quelques années, quand on était vraiment inclus dans ce que faisait Jonas, Stampé, donc plusieurs festivals, etc. Il nous a fait tourner. J'ai vu plein de choses. Moi, j'ai jamais vu là, et j'ai vu que les résultats qu'elle allait tourner. C'est un des travaux qui m'a le plus impressionné. Tu vois, voilà. Moi, j'ai pareil, Lucille, par exemple, moi, je l'ai vu travailler. Et c'est pas face à un public que j'ai vu plus forte, hein. C'est la voir là, et était son micro, etc. Moi je faisais des réglages, et des fois pendant 1h30 elle est toute seule, et là, puis au bout d'1h30 on n'a rien fait. Et elle te dit, ouais, bon je rentre, c'est terminé, moi ma journée est terminée, je suis épuisé. Attends, mais Lucille, on n'a rien fait là, j'ai même pas eu le temps de régler. C'est terminé. Et elle était avec son ordi, toute seule, à se combiner, à se frotter, à se mettre entre les cuisses, à tapoter, etc. Vachement fort, quoi. Enfin, vachement fort. Je pense que... voilà. Donc c'est encore une histoire de standard. D'être vu, oui. Je pense que si c'est dans une immédiateté, tu vois... Parce qu'on t'a construit avec ça, on t'a construit qu'un regard densifié ou augmenté. On nous a appris énormément de choses. Mais ces choses-là qu'on nous a données un peu comme naturelles, que le spectacle suppose, la vision et ça, non. Ouais, ou le lieu, mais n'ont rien à voir, ne sont que des accidents, tu vois, de l'histoire, de la géographie, là où nous sommes, etc. Je veux dire, tu serais en Syrie, peut-être que la question de faire un geste serait complètement autre. C'était comment il s'appelait l'Égyptien qu'on avait invité là,
super important. Omar Gayat, tu vois, sur les visages, et il te dit, ouais, bah, il y avait ça, et il venait habiter dans les manifs aussi la possibilité, tu vois, d'une action pendant le printemps arabe. C'est vachement fort, quoi. Et personne ne voyait qu'il était lui en train de faire un geste artistique, quoi. Et moi, je crois que c'est ça, ça veut dire qu'on est vraiment complètement hanté par des structures qu'on nous a données, qu'on nous a fait croire comme naturelles, et qui ne sont que des constructions artificielles de la relation. Au point que nous ayons même du mal à nous lâcher, et tu sais parfaitement, tu es en soirée, tu te sens mal d'être pas dedans. D'être pas dans le bon rythme, et on va dire, hein, pourquoi tu t'amuses pas, allez, à midi, bouge-toi. Non. Et toi, tu vas dire, ouais, ils ont un peu raison, peut-être un peu tort, mais un peu raison. Et bien, non. Et en fin de compte, pourquoi ? Parce qu'il faut se réapproprier un élan justement pratiquement prénatal, c'est-à-dire un élan ontologique, c'est-à-dire que ton pli de matière, tu vois, tu as ces chevilles-là, tu as ce cou-là, ce nez-là, ces cheveux-là, c'est un pli singulier comme chaque chose, chaque être-là ont des plis singuliers. Mais comme on nous a coupé ce premier élan primordial, ben, il s'agit de le retrouver par la déconstruction et la destruction. Et tu vois, les aristocrates libertaires, ce qu'ils posaient, c'est cette possibilité, dans la paramodique totale, la destruction totale de la conscience, de trouver dans le noir quelque chose qui naît. Moi je pense, bon bah, après moi je suis croyant, donc je pense vraiment d'un pli d'être. Nous sommes des plis. Le problème, comme dirait Serge, Joël Hugo, ça a été repassé, les picots sont repassés, et on a repassé les picots. Et peu à peu, on a fait des surfaces lisses, et ces surfaces lisses, on a fait des motifs. Et tu es dans des motifs. À un moment donné, il faut démouler la langue, il faut démouler le corps, il faut démouler nos instincts, tu vois. Qu'est-ce que c'est les fusions, qu'est-ce que c'est... Mais tu vois, par moments, ce qui pourrait être un amour peut-être bestial, par moments, ce qui pourrait être plein de choses qui ne sont justement pas des standards. Ça ne veut pas dire c'est l'amour bestial. Non, il y a des gens qui n'ont pas. Il y a des gens qui vont avoir d'un coup de marché. Genre, il y a une artiste, Christine Poirot, elle, c'était la marche. Elle est partie marcher. Des gens l'ont suivie dans la marche. Et elle, c'est là où elle a retrouvé du rythme dans sa vie. Et il y a des gens, ça va être faire de la varap. Il y a des gens, ça va être d'un coup s'approprier une forme, ils ne savent pas pourquoi, mais cette forme matérialise vraiment le pli de leur être. Alors que tout a fait pour qu'il soit plié, tissé, repassé, moulé, etc. Tu vois, au point de se sentir mal tout le temps, au point de se sentir des personnages secondaires, des figurants, toujours flous dans la pellicule et jamais présents. C'est-à-dire qu'en fait, on forme quoi ? On forme une foule en contre-champ pour que justement les gens qui ont les pouvoirs selon les standards, eux, soient au centre de la pellicule. Et le problème, c'est la réappropriation du contre-champ, du hors-champ, de là où nous sommes, nous, réellement. Parce que c'est pas un hors-champ, c'est un plein champ. Tu vois, il y avait une expression... Le lieu même. Ouais, c'est... pas mon maître, mais c'était mon co-directeur de DEA à l'époque, le Master 2, Michel A, les champs de la Terre. Champs de la Terre, c'est un bouquin de philo sur Heidegger, Nietzsche, etc. Tu vois. Et il disait, ce champ de la Terre, c'est toutes ces effusions des singularités d'être. Et je crois que c'est ça qu'il faut réussir à avoir. C'est-à-dire ce qui fait que tu vas avoir un mode de vie qui ne se pose plus la question de sa propre légitimité parce que il est légitimité par son être. Et donc il ne peut pas être atteint par une culpabilité. Moi je le dis souvent, je dis encore dans la voiture quand on roulait, je dis ni remords ni regrets. C'est-à-dire quoi que tu fasses, il faut le faire. Et s'il devait y avoir un regret, c'est un tort de l'avoir fait. Et c'est qu'il n'y a pas eu assez de travail de déconstruction pour arriver justement à l'immanence. Si c'est un remords de ne pas l'avoir fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu n'es pas arrivé à l'immanence. Quand c'est l'immanence, c'est ni remords ni regret, tout se fait sans culpabilité, sans mémoire, sans anticipation, sans attente. Tu vois. Et je crois que c'est une vie.
Au sens, là pareil, je parle beaucoup, surtout à une certaine heure, je parle beaucoup avec plein de références. Hein. Mais il y avait un texte au moment où il est mort, Deleuze, c'était dans la revue Esprit, dans Philosophie, il avait publié un truc, une vie, l'immanence. Et c'est pas la vie, l'immanence, une vie, l'immanence. Une vie, c'est-à-dire chaque être a cette singularité, en plus très pluriverselle, très multivers. Nous ne sommes pas un, ça c'est Hortense qui m'a appris tout ça, le multiple, la théorie du multiple désir, de l'effusion, tu vois, d'être plein et c'est pas par immoralité, c'est pas pour faire mal aux autres, mais c'est parce que nous sommes des plis et ces plis rencontrent d'autres plis et nous sommes un millefeuille de langage, un millefeuille de désir, un millefeuille de visage, un millefeuille de mouvement. Tu vois, le yoga nous apprend ça. Enfin, le yoga, ce n'est que le millefeuille musculaire que tu vas faire résonner à chaque fois par des trajectoires très particulières, tu vois, de conjonction, tu vois, entre les muscles, ceinture, l'équilibre, la respiration, parce que ça tient que sur la respiration. C'est-à-dire, s'il n'y a pas la respiration, tu peux faire l'agencement, tu t'effondres au bout d'une minute, il y a trop de tension. Dès que tu as la bonne respiration, tu t'aperçois que tout. Et puis tu vas transformer ton mouvement, ce qui est fou, c'est que tu es sur un mouvement, tu vas le transformer en bougeant, etc. Et simplement par la respiration, et ben tu es dans une nouvelle immanence, dans un nouveau plan de consistance, tu vois. C'est comme nos rencontres, c'est comme des rites, tu vois. Le texte pareil de Deleuze et Guattari parle des enterrements dans des tribus indigènes ou aborigènes, etc. Ils disent on pleure, on a mis un masque. Et la seconde d'après, on est au champ et on rigole. Et c'est pas qu'ils n'y croyaient pas, ils étaient à fond dans le deuil. Et la souffrance. Mais quelques minutes plus tard, ils sont à fond dans leur travail et le rire. Et ça, voilà, c'est ça. Alors que nous, tu sais parfaitement, pratiquement, on a une culpabilité dans une telle circonstance d'avoir un autre mode. Pourquoi ? Voilà. Si on est là et on regarde ce qui nous entoure et on n'est pas, parce qu'on n'est pas poreux à certains modes d'interaction, pourquoi on ne pourrait pas avoir cette position et voilà, qu'est-ce que ça veut dire ? Ne pas avoir droit d'une position, ne pas avoir le droit d'un effondrement, ne pas avoir le droit d'une destruction, tu vois. Alors du coup, est-ce que la surprise fait partie du plaisir ? Dans ce moment-là, oui. Dans ce moment-là. Il y a des moments non. C'est-à-dire que tout doit s'éclore selon son mode. C'est-à-dire qu'il y a deux matrices, moi je pense. Il y a la matrice de ce que nous sommes, nous-mêmes dans notre complexion, qui est très large, tu vois. Il y a du physiologique profond, physiologique superficielle, du cutané, du psychologique, de l'infrapsychologique, du subpsychologique, tout ça. C'est une matrice. Et tu as un contexte qui est lui-même très complexe, histoire, temps, sociologie, culture, matière, onde, etc. Et il y a un terme chez les Grecs que donnait Aristote, c'est kairos. C'est le bon temps. Et ce bon temps, c'est pas toi qui provoque, c'est vraiment la rencontre à un moment donné entre ta matrice et le lieu. Et qui fait que tout est possible. Et tu vois, dans ce tout est possible, justement, et moi il m'arrivait tellement de trucs, de prendre des trains, d'aller. Et de dire, ouais, tu fais. Et justement, à un moment donné, quand tu es arrivé dans l'impossibilité du regret, du remords, c'est-à-dire que c'est juste à chaque fois. Je ne dis pas que tu arrives à ce que tu veux faire, mais c'est juste, c'est-à-dire que même si tu vas vers quelqu'un et puis ça ne se produit pas alors que tu fais une c'est tellement juste que tu es bien. Tu vois, et je pense que la question du déséquilibre, du faux semblant, du tort, de la retenue, fait qu'on se gâche énormément pour soi-même, tu vois, de moments, tu vois, ou du simulacre, la fête comme simulacre, il n'y a rien de plus horrible. Des gens qui vont s'amuser artificiellement, faire semblant d'eux. Et ils sont là, et en fin de compte, le lendemain, ils font ouais, c'est un peu débile, la soirée, pourquoi t'es sorti, mec ? Reste dans ton lit. Est-ce qu'il y a des gens qui culpabilisent de sortir le week-end parce que pour eux ils ont perdu du temps, ils ont perdu un week-end s'ils ne sont pas sortis?
Je pense parce que c'est les appartenances de groupe, de construction d'image de soi. Comme l'image de soi, c'est aussi, il ne faut jamais oublier, le regard qu'ont les autres, ça c'est une d'appartenance que tu commences à connaître et tu m'as parlé toi, de l'école des beaux-arts, etc., toi, du regard de l'autre, et tu connaîtras d'autant plus si ton repère est des réseaux. Tu vivras, tu vois, moi j'ai nombre d'artistes qui me déchiré de ne pas être reconnus, tu vois, et dire, ouais, mais what else, quoi. Mais bouge. Moi, je sais que l'écriture m'a fait chier à un moment donné. Il y a des textes que je ne pouvais pas publier. C'est pas aux éditeurs, je m'en fous. Je me suis dit, ouais, bon, ça se trouve, c'est pas bon ce que je fais. Et je fais du code informatique, je me dis, ouais, bah, je me lance là-dedans. Et puis, voilà, t'en fous. Je veux dire, pour qui on veut se prouver? La seule condition qu'on a envie de prouver, c'est quoi? C'est que tu as envie de bouffer, respirer, baiser. Et grosso modo, pas te faire trop chier. Une fois que tu as pris ces 4 coordonnées qui sont la base pratiquement de la pyramide de Maslow, mais attends, le reste, c'est quoi? C'est du surplus. Tu peux bouger, transformer, dire là, on est là, mais à un moment donné, si c'est plus cool de rentrer dans une entreprise, si ça donne de meilleures conditions justement pour toi de réaliser, l'entreprise sera aussi forte que le milieu de l'art. En quoi l'art c'est supérieur à un mécanicien qui fait du tuning? Mais en rien, je veux dire. Non mais on a rien de supérieur. Tout simplement, on a tous trouvé un peu des moyens pour avoir de l'argent et s'amuser dans ce que nous faisons. Ce qui est regrettable, c'est qu'il y a plein de gens, malheureusement, qui ne s'amusent pas dans ce qu'ils font. Mais il n'y a aucune forme de supériorité. L'art n'est pas plus supérieur, n'a pas plus de droits, n'a pas pour moi l'exception culturelle. C'est une connerie, quoi. Il n'y a pas d'exception culturelle. En quoi, d'un coup, tel truc aurait une exception culturelle alors que les mecs, ils sont plutôt dans leur bocage, un truc plutôt traditionnel qui n'est pas reconnu par les institutions. D'un coup, lui, c'est de la merde. Le mec qui se passionne pour le tuning tous les week-ends, il fait sa voiture. En quoi sa voiture, c'est moins une construction que moi qui fais un logiciel? En rien. C'est des modes, voilà. C'est des goûts. Ouais, c'est des goûts, des modes, des stratégies de pouvoir. Tu vois, on a mis des stratégies de pouvoir pour que des gens, effectivement, soient reconnus. Mais en art aussi, il y a ça, tu dois bien mettre les modes. Mais complètement. Et tout ça, c'est Enfin, fictif. c'est comme les mouvements, en fait, ça a toujours été. Mais c'est fictif. Après, moi je dis, si tu te le poses légitimement, c'est les moyens de reproduction de ton œuvre. Donc c'est l'argent. Le seul vrai discours qui est sur l'art, c'est est-ce que tu gagnes d'études, tu gagnes pas d'études. Tu vois, là on en reparlait tout à l'heure en arène blanche avec quelqu'un, je n'avais pas de galerie, etc. Pas des roues. Je gagne tellement. Moi, en tant qu'artiste, je gagne plus en tant qu'artiste qu'en tant que prof, alors que je suis le dernier échelon, je gagne beaucoup plus par mois, moi. Alors on va me dire, mais t'es où? Bah ouais, moi, c'est des concerts régionaux, c'est des médiathèques, c'est des trucs comme ça, moi, qui me commandent mes œuvres. Ah ouais, il est où le milieu de l'art? Bah c'est le milieu de l'art pour moi. Ouais, le milieu de l'art, moi, je suis désolé, moi, ils me prennent. Tu gagnes combien, toi? Ah, tu gagnes tant par mois? Bah moi, je gagne tant par mois. Alors, qui vit ton art? Moi, je le vis. Moi, je vis très bien. C'est les gens qui t'ont parlé de galeries, ça fonctionne avec les galeries. Et moi, je peux te... Ouais. Les mecs qui bossent qu'avec des galeries. Et ils vendent quoi? Ailleurs. Et combien ils vendent? Ah, je sais. Voilà. Non, mais moi... Attends. Ouais. Tu vois, tu poses la question, quoi. Moi, je veux dire, quand tu vois, j'ai peu vendu, mais quand une médiathèque m'a acheté mon truc de 10 000 euros, attends, mais c'est 10 000 euros pour moi. Hein. C'est... voilà, quand je fais des expos, moi, ce qui m'apporte le plus, c'est les expos. Parce que ces expos, c'est plusieurs milliers d'euros à chaque fois. Quand je dis, attends, si on photo maintenant 14 expos dans l'année, aucun frais. J'ai tout payé, j'ai les maquilles, les écrans et tout, j'ai en voiture, je n'installe rien. J'ai une prise, j'appuie le bouton rouge, l'œuvre se lance. Tu vois l'installation, c'est hyper rapide. Et ben voilà, c'est mon œuvre. Et moi si on me dit ouais mais t'as vu, je dis mais attends, le principe moi c'est pas d'avoir un truc plastique, c'est de faire un truc algorithmique qui fait du web et du réseau en temps réel et qui fonctionne très bien sur ce que je veux faire. Moi je suis pas et moi j'ai plein de discussions avec les gens et justement ils essayent d'avoir un critère qui était le leur, qui est simplement subjectif, relatif à un champ, et d'en faire un critère de vérité. C'est pas un critère de vérité. Point barre. Tu vois? Il n'y a pas de critère de vérité, quoi. C'est éclate-toi là où tu es,
Et si ça te donne les moyens de reproduire ta force de travail, c'est génial. Si par contre... Alors est-ce que du coup, il y a pas mal de gens qui pensent que le travail, ça doit être le labeur, comme l'étymologie l'indique, la souffrance. Encore dans notre société, si t'en chies pas, c'est que tu travailles pas vraiment, quoi, tu vois. Et du coup, prendre du plaisir au travail, en tout cas en France, je sais pas comment ça ailleurs, mais prendre du plaisir au travail, c'est très mal vu. Du coup, toi, tu kiffes ton taf et que tu travailles pas de la même manière que les gens peuvent bosser en galère. Est-ce que tu ressens ça? S'il y a pas de Jugement permanent de ah, tu t'éclates, tu vois, t'en manges pas une, quoi. Est-ce que tu sens ça? Alors, moi, on me dit rien parce que, bon, comme tout le monde a l'impression que je bosse tout le temps. Mais en fait, toi, c'est que oui, le programme, peu de gens, dans ce sens, peu de gens connaissent le programme, donc ils ne peuvent pas se permettre de Et puis je bosse, moi. Je me lève le matin, je bosse. Mais comme tu prends plaisir, les gens ils ont l'impression que tu t'amuses, donc tu ne travailles pas. Mais c'est que du plaisir. Parce que le travail, c'est pas de l'amusement, souvent. Mais parce que ils souffrent. Il y a plein de gens qui souffrent. Il faut arrêter de déconner. Je veux dire, tu as je sais pas combien de pourcentage de la population qui va au boulot, qui souffre s'il n'y a pas les relations humaines. Et on leur a détruit les relations humaines. C'est un grand erreur. Les mecs étaient prêts à bosser tant qu'ils avaient des relations humaines. Le problème, c'est qu'on a tellement évacué tout le côté éthique pour la productivité, tout ça. Les gens, ils n'en peuvent plus, quoi. Mais normalement, moi, je pense que le taf, ça devrait être tu vas par plaisir et tu es productif par plaisir, quoi. Tu vois, et puis taffer, c'est ce que j'appelle taffer, toi. Même dans nos trucs, c'est vraiment produire. Moi, je crois vraiment que l'artisanat, on produit, on fait des œuvres, etc. Et puis c'est du plaisir. Alors, ça peut être beaucoup de travail, beaucoup de temps, tu vois. Mais à la fois, in fine, c'est que tu kiffes, quoi. Tu l'as choisi. Ouais. Il y a une relation très forte. Le travail, c'est de l'affect. Le problème, c'est qu'on a dissocié le travail et l'affect. En dissociant deux choses, le temps libre du temps travaillé. En disant, tu vas réaliser tes affects sur le temps libre, et alors que c'est faux. Le temps libre peut être une aliénation totale. Il y a des gens qui rentrent de leur boulot, ils dépriment, ils vont boire, ils attendent le lendemain pour repartir. Les retraités, Et même les travailleurs, qui se sentent bien que dans le milieu du travail. Et d'autres gens, c'est l'inverse. Mais je pense que non, c'est-à-dire que c'est travailler, c'est vivre. Et travailler, c'est grosso modo, c'est faire des choses. Putain, c'est faire des choses. Voilà. C'est bouffer, produire pour bouffer. Et le problème, c'est que si on a tellement tout dissocié qu'au point qu'on fait semblant de jouir dans le temps libre, pour revenir à la fête, on fait semblant de la jouissance, du temps libre, et tu fais semblant aussi de l'emmerdement. Ouais. Tu fais semblant de l'emmerdement ? Dans le temps aligné, il y a des gens qui font semblant. Plein de gens disent le travail c'est nul. Et en fin de compte, tu sais quoi ? S'ils sont seuls chez eux, ils font chier, ils sont pressés de repartir au travail. C'est-à-dire qu'on nous a donné des mauvaises catégories pour dire tout ça. Et là, tu vois, c'est le préconscient. C'est-à-dire toutes les couches préconscientes qui, depuis tout petit, c'est le week-end, enfin, c'est la récré. Ah, c'est la fin du week-end. Ah, tu retournes à l'école. Tu vois, c'est absurde. Pourquoi ça, quoi ? Moi, je vois ma fille, elle termine une journée de boulot. Elle arrive à la maison, à 6h30. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait de la géométrie, des maths, en 1 heure. Et elle s'éclate. Attends, regarde. Oui, mais on attend pour nous servir. Où est-ce que je les mets ? Je peux les mettre au bon endroit, hein.